Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning avec Mosley. Mosley, aujourd'hui, on a un invité. Tu nous parles de lui. Exactement, nous disions que nous devions recevoir M. Jacob Tioba Tati, évidemment qui est gabonais, oui, et qui est un expert en droit et fiscalité pétrolière. C'est quelqu'un qui a fait ses humanités à l'université Omar Bongo, d'où il est sorti avec... Humanités. Oui, son parcours scolaire. Comment ça? Universitaire. C'est un humain. Sérieux. Ouais, c'est j'essaye de me mettre au niveau quand même. Ah, on a quand même le manager. On a dit qu'on se met au niveau des auditeurs. Donc, d'accord. Il a fait ses études supérieures. Il a fait ses études supérieures à l'université Omar Bongo, dont il est sorti avec une maîtrise en droit public. Ensuite, il est allé du côté de la France, notamment à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, où il a obtenu un NDA en finance publique et fiscalité. Puis, il a suivi une formation d'avocat dans l'école de formation des avocats de Poitiers, que tout le monde connaît, j'imagine bien. Il est bilingue, notamment, il parle correctement le français et l'anglais. Mais sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a énormément servi, notamment dans le secteur privé. Il a travaillé à Shell France, au département du personnel, Shell Gabon, direction financière. Ensuite, il a été membre du cabinet international de conseil juridique et fiscalité, au FIDA Africa, au niveau du Gabon. Puis à Pricewaterhouse. Oui, excusez-moi de l'accent. Pricewaterhouse & Cooper. Tu partiras. Après, il a été il a servi à la directeur de mission à Ernst & Young France, puis directeur juridique à Brazzaville. Directeur juridique et fiscalité à Brazzaville, toujours pour Ernst & Young, puis en Guinée équatoriale pour la même entreprise. Et pour le compte d'Ernst & Young en 2003, il a été choisi comme expert pétrole pour le Gabon. Ensuite, on a en 2004, où il a travaillé au ministère, du moins il a été conseiller juridique du ministre de l'économie de l'époque, économie forestière, Émile Ndoumba. Puis il a travaillé à Gabon Télécom, Libertis, où il a occupé le poste de directeur général adjoint et conseiller du président directeur général, notamment Thomas Soa, que Dieu ait son âme, comme on dit souvent, qui est décédé. Ensuite, en 2008, il a été consultant international pour la FAO, puis expert en fiscalité forestière. En 2009, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Madame Olga Ngonjou, à l'époque. Puis de 2011 à 2016, il a été expert international et directeur général du cabinet américain Alex Stewart International. Et en 2013, il avait également occupé le même poste pour la zone Afrique, pour Alex Stewart International. Donc, c'est quelqu'un qui est très au fait de tout ce qui se passe dans le monde pétrolier et financier d'ailleurs. Donc, du coup, ce sera une possibilité aujourd'hui de discuter avec lui des tenants et des aboutissants de tout ce qu'il y a eu comme réforme dans ce secteur-là, notamment le secteur pétrolier, avec les bouleversements qu'on connaît aujourd'hui en termes de marché, pour pouvoir plus ou moins édifier nos auditeurs. D'accord, merci Mosley pour cette présentation de notre invité qui s'appelle M. Jacob Tioba Tati, qui est avec nous dans le studio. Moi je voudrais, oui Gina, commence. J'ai une question. Vous avez un CV qui pèse, mais au bas mot, 1 tonne. Tout ça a commencé avec l'UOB. Oui, en effet. Il faut dire que, contrairement à ce qu'on croit, les conditions, l'environnement des études est difficile au Gabon. Depuis notre génération jusqu'à aujourd'hui, du fait de la pléthore des effectifs dans les classes, notamment dans les premières et deuxièmes années. Les amphithéâtres sont bondés. Et quelquefois, les répercussions des rebondissements politiques à l'extérieur de l'université ont un impact dans les cours. Donc souvent, la scolarité est irrégulière. Mais lorsqu'on arrive, quel que soit par ailleurs le milieu d'où l'on vient, c'est une fausse idée de croire que ce sont des enfants des enseignants ou des privilégiés. Souvent, les enfants de toutes catégories, et même qui viennent de l'intérieur du pays, lorsqu'ils arrivent à tenir au-delà de ces soubresauts, le cursus à l'université, l'expérience montre que les étudiants gabonais qui ont fait leurs premières études dans les établissements gabonais, lorsqu'ils vont à l'étranger, sont souvent extrêmement brillants.
Est-ce lié aux conditions des études, les difficultés d'environnement, à l'absence souvent des manuels didactiques? Mais le constat est que lorsqu'on arrive en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, on a très peu de difficultés pour réussir son cursus. Le plus dur souvent, c'est de commencer et essayer de s'en sortir. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qui a été le secret de votre réussite à l'UOB? Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé, d'ailleurs, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que moi, à l'origine, j'ai eu l'entrée en 6e pour le lycée Liomba. En 5e, j'ai quitté le lycée Liomba pour aller au lycée technique, ce qui était paradoxal parce que le lycée Liomba était une référence à l'époque. Je l'espère encore aujourd'hui. Mais parce que j'avais, pour un contexte familial, un parent qui avait été nommé dans un poste d'encadrement au lycée technique. Donc, pour des raisons familiales, je l'ai rejoint. Je rejoins le lycée technique. J'ai fait une série scientifique. Puis j'ai changé de série. En première, je suis allé faire une série gestion, maths, expression. À l'époque, ça s'appelait GME, qui débouchait sur un bac G2. Donc, je fais une terminale G2 au lycée technique. Donc, a priori, les terminales G2, c'est la comptabilité et la gestion. Quand on arrivait à l'université, on avait quasiment 2 filières imposées. Pas beaucoup d'horizons de formation. Ou c'est la faculté d'économie, et les échecs étaient retentissants, compte tenu du nombre des étudiants en première année, des difficultés d'accès au matériel didactique, au manuel. Et à côté, on avait l'Institut de gestion, mais qui était sélectif, il fallait faire le concours d'entrée à l'Institut de gestion. Moi, j'ai choisi d'aller au département de droit, ce qui n'était pas dans mon profil initial. Il y a un département à l'époque très difficile. Très difficile. Mais j'ai toujours eu la passion du droit et je rêvais aller à la Sorbonne. Je suis allé un peu en aventure. Et comme à l'époque, il y avait des réglementations en matière d'attribution de bourses que je trouve aujourd'hui à rebours un peu uniques. Parce que lorsqu'on quittait sa filière de prédestination, vous n'aviez pas droit à la bourse. On appelait ça à l'époque la loi Marat. Il y avait des critères d'âge et des critères d'entrée dans un établissement universitaire. Donc moi, j'ai accepté d'aller à le département de droit. J'ai fait 4 ans, 4 sur 4, je suis sorti majeur, je suis parti. Ce n'est pas un parcours exceptionnel. Sans la bourse? Sans la bourse en première année, mais dès que vous passez en deuxième année, vous avez la la bourse. Donc j'ai passé toute ma scolarité à l'université, au campus universitaire. J'étais au pavillon D. J'ai eu ma maîtrise au campus universitaire. J'ai eu mon inscription depuis l'université du Gabon, sans aucune intervention. J'ai eu la bourse de l'État gabonais. Je suis un pur produit de l'État gabonais. Je suis allé à la Sorbonne. Paris 2, c'est le département de la Sorbonne. Paris 1, c'est les langues, la littérature, les sciences sociales, un peu de droit. Mais l'université spécialisée dans le droit et l'économie, c'est Paris 2, Panthéon-Assas. Donc en fait, c'est le pôle qu'on appelle la Sorbonne. Donc je suis allé là, je fais un 2 en finance en fiscalité et je me suis inscrit en première année de thèse, j'étais en deuxième année de thèse, j'ai fait un concours d'entrée à Chelles, en France. J'étais pris, je suis entré à Chelles. Il n'y a rien d'exceptionnel là, c'est simplement un parcours. Lorsqu'on a envie de réussir et on considère que les études sont une priorité et un moyen pour s'en sortir, aider sa famille, on s'adonne. Il y a des jeunes de mon époque, il y en a eu avant moi, il y en a après moi, et donc c'est une question de conscience et de responsabilité de la part de la jeunesse. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une grosse expérience internationale, vous avez une expérience nationale majeure. Comment quelqu'un comme vous voit la situation actuelle du pays, surtout sur le plan économique? Je sais que le discours commun est un discours un peu pessimiste, compte tenu des échéances qui s'approchent, les élections présidentielles qui arrivent, quelques défections au sein du parti au pouvoir, et puis une opposition tonitruante, remuante. Mais je pense que c'est le jeu normal de la démocratie. Il faut qu'en face d'un pouvoir, il y ait une opposition forte pour faire vivre la démocratie. Pour que les populations qui n'ont pas forcément adhéré à l'action du pouvoir, du régime, se retrouvent à travers des leaders de partis politiques, des leaders d'opinion, d'associations. Mais au total, moi, je suis réaliste et pas pessimiste pour le Gabon, plutôt optimiste pour le Gabon. Et pourquoi ? Pour une raison simple, je crois que le jeu de la démocratie va avoir à s'exercer. Il va y avoir des confrontations. La seule recommandation pour ma part que je voudrais faire et que j'espère tous les Gabonais vont porter, c'est de dire, au-delà de nos divergences d'opinion, de nos positionnements politiques, l'essentiel c'est la préservation de notre pays.
Vous dites, j'ai une expérience, j'ai été dans différents pays d'Afrique. J'ai été au Congo, je suis arrivé en 2000. Il sortait de la guerre de 98-99. J'ai vu ce que c'est que les dévastes d'un pays qui était confronté à une guerre civile. J'ai fait des missions en RCA, en République centrafricaine. J'ai vu ce que c'est qu'une guerre civile. J'ai été à côté également dans le cadre récent de mes activités comme directeur Afrique de l'extérieur international. J'étais directeur général du bureau du Tchad. Je vois les efforts que le gouvernement tchadien fait pour le développement du pays, mais on voit aussi l'investissement lourd de cet État dans le domaine militaire. Donc, quand on n'a pas connu la guerre, quand on n'a pas connu des mouvements radicaux, quand on n'a pas connu la violence, les moments de frustration très forts, on pense que c'était un exutoire. Mais lorsqu'on a vu ça avec le recul, et nous sommes un pays d'une population relativement faible, aux dimensions faibles, avec une particularité que les Gabonais quelquefois oublient, des métissages du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas une famille authentiquement du nord, authentiquement du sud. À quelque niveau que vous preniez une famille gabonaise, quel que soit son échelon, son niveau dans la société, elle a des parents au nord, elle a des parents au sud, elle a des parents à l'est, à l'ouest. Donc, je crois qu'au fond de chaque Gabonais, nous avons le souci de préserver l'essentiel. Le Gabon est non pas cité seulement comme modèle, parce que c'est un pays qui avait des ressources en termes de matières premières, pétrole, bois, etc., manganèse, ignorant, mais parce que le Gabon a su préserver la paix lorsque des voisins autour étaient des pôles d'instabilité. Exactement. Évidemment, vous parlez de ressources. Et on a vu en 2012, l'État gabonais a confié à votre cabinet, Alex Stewart, qui est un cabinet américain, je le rappelle, pour la mémoire de ceux qui nous écoutent. Et évidemment, on a confié la responsabilité de faire l'audit du secteur pétrolier. Quel était le motif, le mobile qui a amené votre cabinet a mené cette enquête? Depuis avant cette époque, il y avait pas eu de du secteur pétrolier quand on sait que notre pays dépendait à plus de 70%. Ouais, du pétrole. Consistait à faire quoi d'abord cet audit? Parce que l'audit des entreprises, par Ce exemple, sont les experts comptables viennent et ils farfouillent dans les comptes et puis ils s'assurent que tout va bien. L'audit du secteur pétrolier reposait sur quoi et quelles étaient les raisons qui ont prévalu à cet audit-là? D'abord, historiquement, je pense 3 facteurs peuvent nous permettre de comprendre la nécessité à un moment donné pour un nouveau président, un président qui arrive en exercice, de connaître le secteur du pétrole. Historiquement, nous sommes une ancienne colonie française. Avant 1960, nous étions donc un territoire sous administration française. La loi Gaston de Fer de 56, les évolutions de 58 avant 60. Donc l'ensemble, en tout cas l'essentiel des premières découvertes du gisement pétrolier au Gabon avait été faite par l'ancien colonisateur, devenu aujourd'hui notre partenaire historique. Ensuite, deuxième considération, c'est le poids du pétrole dans le budget général de l'État gabonais, de l'ordre de 65 à 70% des ressources de l'État gabonais. Et troisième élément, les contrats qui ont été passés entre l'État gabonais et les compagnies pétrolières installées au Gabon ont été des contrats passés pour des longues périodes, 20, 30 ans. Donc dès après les indépendances, les premiers contrats en 1958, c'est le premier gisement d'exploitation au Gabon. Les contrats ensuite après 1960 pour 30 ans. C'est 2 types de contrats, les conventions et puis les contrats d'exploration de partage de production. Il y a eu un précédent pouvoir au Gabon. Je parle de façon neutre en tant que représentant d'une structure internationale américaine. Et l'ancien pouvoir au Gabon, je pense, avait des accords et des liens très forts avec le partenaire historique français et les autres partenaires économiques du secteur pétrolier pour des contrats de longue période. Lorsque il y a un changement de régime et qu'il y a un nouveau chef d'État qui arrive, il a envie de connaître la situation. Et je crois aussi, et là c'était un élément peut-être personnel, quand on regarde le profil de ce président-là, en arrivant au pouvoir, il venait du ministère de la Défense. Donc il n'avait pas potentiellement une prédestination à connaître l'environnement du secteur pétrolier. Il se pose une question,
j'ai le pétrole qui est la principale ressource du budget de l'État gabonais. J'ai un programme ambitieux, je voudrais pouvoir le financer. Avant de lever des emprunts à l'extérieur, il faut que je mesure de façon certaine l'ensemble de mes ressources. J'ai besoin de connaître quels sont les contrats que l'État gabonais a signés avec tous les opérateurs pétroliers installés au Gabon, quels sont les contrats qui vont arriver à expiration, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la part de l'État gabonais dans la captation de la ressource pétrolière. Premier point. Deuxième point, est-ce que la réglementation du pétrole est suffisante? Les lois pétrolières. Aujourd'hui, il y a un nouveau code pétrolier. Il est récent. Ouais. Il est le fruit de ce régime. Il a été adopté en 2014. Est-ce que la réglementation est suffisante? Est-ce que cette réglementation me donne vraiment la maîtrise et le contrôle de ma ressource? Et enfin, est-ce que l'administration, le ministère du pétrole, les directions générales dédiées au contrôle de ces activités sont suffisamment efficaces, ont l'expertise suffisante pour contrôler les opérateurs pétroliers qui sont généralement des filiales d'entreprises multinationales, donc qui ont des ressources énormes, qui ont des expertises en termes de ressources humaines plus importantes qu'un pays en voie de développement. Je veux faire le point de la situation. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en termes de réserves pétrolières? Quel est le potentiel pétrolier? Quels sont les revenus que je peux tirer réellement? Et donc, je voudrais appeler un cabinet. Ma voisine de table disait, mais généralement dans les entreprises classiques, on fait appel à des cabinets d'expertise comptable pour faire des audits. L'exercice est différent là. Ici, l'exercice est différent sur deux éléments. Par sa nature, lorsque vous êtes dans une entreprise, quelle que soit votre activité, à la fin de l'exercice, vous devez arrêter vos comptes pour pouvoir faire votre déclaration d'impôt, calculer votre résultat, voir votre marge bénéficiaire, payer vos impôts et distribuer vos bénéfices à vos actionnaires. Donc, vous avez recours au cabinet d'experts comptables pour faire ce qu'on appelle la certification des comptes. Est-ce que vous avez respecté la réglementation comptable? Est-ce que vous avez respecté le Code général des impôts? Donc, ils viennent vérifier et ils vous conseillent. C'est vous, entreprise, qui les recrutez pour qu'ils regardent. Éventuellement, ils font des recommandations de correction des écritures comptables. Vous pouvez aussi avoir recours à des cabinets de conseils juridiques et fiscaux. J'en viens par ailleurs. Ceux-là sont chargés de vous conseiller sur la meilleure façon de respecter la réglementation Code général des impôts. Dans le cas d'espèce, Alex Stewart, c'est la plus grande société au monde. C'est une société américaine dont le siège est à Washington, D.C., qui est chargée de faire des audits pour le compte des États. Lorsqu'un État veut connaître ce qui se passe dans une ressource, dans un secteur, notamment les matières premières, mines et pétrole, elle peut avoir recours à Alex Stewart. Alex Stewart vient à la demande de l'État pour vérifier que les outils de l'État, l'administration, l'organisation, la réglementation et les contrats de l'État avec les opérateurs sont bien respectés et que elles-mêmes, ces moyens sont efficaces pour contrôler. Donc ici, c'est l'État gabonais qui appelle un expert indépendant pour vérifier les contrats qu'elle a signés sans les remettre en cause, pour vérifier ce qu'elle reçoit et conseiller l'État sur la meilleure façon d'aborder la réglementation. Alors, quel a été finalement le rendu de l'enquête ou de l'audit? Il y a deux aspects dans cet audit. Il y a l'audit du ministère du pétrole. Est-ce que le ministère du pétrole, l'organisation actuelle, est efficace, performante pour contrôler, initier la réglementation du pétrole et s'assurer que les ressources, la part qui doit revenir à l'État, l'est effectivement adressée de façon équitable et correcte. Donc, nous avons commencé par faire l'audit du ministère du pétrole. Donc l'État nous a dit, commencez par me contrôler moi-même. Nous avons audité la Direction générale des hydrocarbures, son organisation. Nous avons évalué ses effectifs au niveau des postes d'encadrement, chef de service, directeur général. Et nous avons proposé une organisation qui nous paraissait la plus opportune, la plus efficace pour être rentable en termes de contrôle du secteur. Ce rendu a été fait à l'État et cet exercice s'est déroulé au mois de mai à avril de 2011 à 2012. S'agissant de cette restructuration de la Direction générale des hydrocarbures, qu'est-ce qui a été réellement proposé à l'État? Qu'on apporte plus de fonctionnaires? Des choses concrètes.
Premièrement, premier constat, il nous a paru que les recrutements faits par le ministère du Pétrole sont des recrutements faits par l'État, par le canal du ministère de la fonction publique. D'accord. Donc les profils ne correspondent pas toujours Aux besoins. à l'expertise requise à l'intérieur. L'expression des besoins du ministère du Pétrole ne se traduit pas par des recrutements correspondant à ce profil. Premier point, inadéquation entre le profil du personnel et la particularité, la spécificité des tâches. Deuxième élément d'ordre numérique, le niveau des effectifs est parfois plus élevé que ce qui est nécessaire. D'accord. Troisième élément, l'organisation n'était pas toujours aussi efficace. Donc il fallait proposer une nouvelle organisation, un redéploiement des effectifs. Et autre constat, le ministère du Pétrole, du fait de suivi des contrats pétroliers, pouvait percevoir pour le compte de l'État un certain nombre de ressources au titre des fonds prévus par les contrats d'exploitation et de partage de production. Ces fonds étaient gérés en interne. On parlait d'éducation, d'études, de chance, d'égalité de chance. Et l'ensemble de ces ressources donnait lieu, par exemple, il y a au ministère, dans les contrats pétroliers, un fonds dit fonds de formation, qui étaient des sommes relativement importantes. Mais ce fonds de formation ne servait qu'à la formation des seuls agents et des enfants des agents du ministère du Pétrole. Donc, n'était pas correctement employé pour l'objectif visé. Pour l'ensemble de la population. Première recommandation, nous avons demandé à l'État gabonais de prendre les mesures nécessaires pour que l'ensemble de ces fonds soient affectés dans les caisses de l'État via le Trésor public et que désormais le volume des bourses attribué par la Commission nationale des bourses, l'organe chargé de faire les attributions de bourses de formation initiale de perfectionnement, gère ces fonds. Ce qui a permis d'aboutir à l'élargissement et à l'augmentation du volume des bourses. D'où vient l'argent ? L'argent vient de ce qu'il y avait des fonds venant des contrats pétroliers qui n'étaient pas servis à l'ensemble. Voilà. Ce gouvernement, ce régime a permis que désormais on donne plus de chances à un nombre plus important. D'ailleurs, il faut signaler qu'on est parti d'une implémentation de 7 000 étudiants à 35 000 aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est l'une des recommandations du cabinet. On n'a pas été, évidemment, l'auditeur est comme une sorte de gendarme. On n'a pas été très apprécié. Mais parce que l'auditeur vient, vous avez l'impression qu'il vient vous enquiquiner dans le travail que vous faites tous les jours, que vous croyez bien faire. Parfois, c'est une question de perception. Et le temps que vous pensez devoir consacrer à faire vos activités, vous devez expliquer à l'auditeur ce que vous faites, pourquoi vous le faites comme ça. Est-ce que vous respectez les procédures ? Ça ressemble à un contrôle supplémentaire. Voilà. N'était pas un risque pour... Bon, c'est peut-être vous n'êtes pas un homme politique, je vais poser la question. N'était pas un risque pour notre président d'entamer l'audit quand on connaît les relations qu'on a avec... Ça a été... Est-ce que ce n'était pas un risque pour le président de faire un audit du pétrole quand on connaît les relations qu'on a avec... Notamment déjà à partir du ministère, parce que nous sommes là encore que dans le cadre du ministère. Le partenaire historique. Je vais vous répondre très clairement. Je pense avoir gagné à mon âge une certaine liberté de temps. Je pense que le précédent régime n'avait jamais et n'aurait jamais envisagé un exercice d'une telle nature et d'une telle ampleur. C'était une décision politique difficile pour laquelle il fallait beaucoup de courage. Après le redéploiement de cette niche fiscale qui était détenue par, on va dire, au sein du ministère des Mines et des Hydrocarbures, quelles ont été les autres propositions faites? Par exemple, nous sommes sur les propositions qui avaient été faites de réorganisation. On est revenu, vous avez remarqué, c'était le ministère des Mines, du pétrole, des ressources. On est venu au ministère du pétrole et des ressources naturelles et des hydrocarbures. Et des hydrocarbures, oui. Donc on est resté concentré sur le cœur de métier des hydrocarbures. Les mines ont été accolées à l'industrie. On s'est plus concentré. Deuxième aspect important en termes de collaboration des administrations, le ministère du pétrole ne contrôle que les entreprises qui sont installées dans le secteur pétrolier. Port-Gentil, Gamba, etc. Où il y a des sites d'exploration et de production de pétrole. Il y a une direction générale des impôts qui dépend du ministère de l'économie qui va capter les ressources, les impôts et taxes auprès des contribuables, entreprises ou personnes physiques.
ce ministère-là contrôle aussi les sociétés pétrolières dans la mesure où elles exercent une activité commerciale au Gabon. Mais jamais il n'y avait eu des missions conjointes, un partage très efficace d'informations entre la Direction générale des hydrocarbures chargée du contrôle des activités pétrolières en tant que garant de la ressource et des contrats pétroliers et la Direction générale des impôts chargée des vérifications fiscales. Nous avons suggéré et recommandé que l'État prenne des dispositions pour qu'il y ait des missions conjointes parce que quelquefois, selon la nature des contrats dans le pétrole, il y a des contrats qui ne relèvent que du contrôle des impôts. D'accord. Les conventions. Il y a des contrats qui, eux, relèvent du contrôle de la Direction générale des hydrocarbures. Donc, parfois, dans ce type de contrôle, il reste qu'il s'agisse de la Direction générale des impôts ou celle des hydrocarbures, c'est l'État. Ce sont des structures de l'État. Exact. Et si elles ne partagent pas l'information, donc à un moment donné, il y a un risque de déperdition d'une partie de la ressource si le contrôle n'est pas efficace et cohérent. Voilà également une des propositions que nous avons faites, de développer les synergies et de développer des mécanismes de collaboration entre les impôts, la douane et la Direction générale des hydrocarbures. Au-delà de l'administration du pétrole et consorts, quel est finalement le titre qui est sorti en ce qui concerne le potentiel pétrolier et des entreprises, du moins de la capacité du Gabon à faire contrôler les entreprises exerçant dans le secteur? Je pense que ces premières mesures, meilleur déploiement des ressources humaines, meilleure organisation, renforcement de la collaboration et des coopérations des administrations, ça paraît des mesures ponctuelles ou même courtes, mais mises ensemble. Elle renforce l'efficacité du contrôle de l'État, donc donne à l'État la possibilité de mieux appréhender l'exploitation de la ressource. Deuxième chose, nous avons participé à la réflexion entreprise par le chef de l'État du Gabon pour une refonte des lois pétrolières. Jusqu'à 2014, il y avait plusieurs dispositions légales qui régissaient le secteur pétrolier. Mais il n'y avait pas un code pétrolier d'ensemble, alors que les mines avaient un code minier depuis 1994. Exactement. Donc, on est arrivé à mettre en place un texte qui aboutit à sortir un code pétrolier. Au-delà de tout ça, on est arrivé également à persuader, à recommander à l'État qui a pris acte, et je pense qu'ici est engagé l'État gabonais, d'avoir une démarche consistant à réaffirmer la propriété de la ressource. D'accord. Certains contrats conclus dans les années 70, au sortir des années 60, laissaient penser lorsqu'on les analysait qu'en fait, l'État reçoit une part marginale, une portion congrue de ses ressources. D'accord. Et là, on ne peut pas contester les contrats déjà signés par l'État. C'est la théorie pour ce qui est des droits acquis. Mais on peut faire en sorte que lorsqu'un contrat arrive à expiration, l'État négocie mieux sa part dans l'exploitation de la ressource. Et que l'État réaffirme le caractère souverain de la propriété de la matière. Ça se traduit au plan juridique par des contrats particuliers et on est passé donc aux conventions qui étaient des contrats où l'investisseur venait apporter les capitaux, investissait et donnait une part marginale à des contrats de service où l'État est propriétaire de la ressource, appelle une expertise, des financements et partage de façon équitable avec un meilleur contrôle. Ça n'a pas rendu tout le monde content. Vu comment vous l'expliquez, si c'est moi qui avais ce contrat, c'est clair que je vais vous détester après ça. Pas du tout, et je peux vous assurer que... Je vais mettre la presse sur vous. Je peux vous assurer qu'on a fait l'objet... Ça a été pour le moins difficile, c'est un euphémisme. Pour le cabinet, même pour l'État gabonais. Ça s'est ressenti quelquefois dans les relations que l'État gabonais, notre client, avait avec certains de ses partenaires historiques. Est-ce que la GOC, la Gabon Oil Company, est une émanation de vos recommandations? Gabon Oil Company a été créée en même temps que étaient mises en place, étaient lancés les audits. Nous avons contribué à conseiller l'État gabonais dans la structuration de Gabon Oil Company. Et Gabon Oil Company avait 3 objectifs pour l'État gabonais. Premier objectif, mettre en place une entreprise nationale susceptible d'avoir les moyens, ressources humaines, expertise technique et ressources financières, d'aller aussi exploiter le pétrole directement pour le compte de l'État. Ah, d'accord.
Deuxième élément, Gabon Oil Company avait pour ambition, dans un premier temps, de prendre toutes les participations, toutes les parts que l'État avait dans les différentes entreprises pétrolières, de les centraliser afin d'optimiser la gestion des parts de l'État. L'aspect gestion des participations de l'État dans le secteur pétrolier. Et enfin, troisième objectif de Gabon Oil Company, troisième ambition déclarée dès la création, il fallait permettre à cette entité, dès lors qu'elle commençait par gérer les participations de l'État, acquérir une expertise, des ressources humaines et financières, aller dans l'exploration et plus tard la production, mais également donner à l'État un outil qui aurait pu lui permettre d'aller lui-même sur le marché international vendre son pétrole. Pétrole exploité par sa compagnie. Parce que la situation d'aujourd'hui, qui est une situation antérieure à ce régime, est que les compagnies pétrolières, toutes sans exception, installées au Gabon, cela vaut du Gabon comme pour les pays du Golfe de Guinée qui ont une caractéristique en matière de contrat et d'exploitation et de gisement identique au Gabon, parce que ces compagnies exploitent, l'État a une participation, les compagnies sont chargées d'aller vendre sur le marché international le pétrole brut, et ces compagnies-là, généralement, sont des filières des grands groupes multinationaux. À l'intérieur de ces groupes, il y a des compagnies, des sociétés chargées de faire du trading, donc de vendre le pétrole sur les places internationales. Au final, l'État, lorsque le marché pétrolier est très haut, la situation d'aujourd'hui il y a eu une détérioration des termes de change par une dépréciation du prix du baril de pétrole qui a chuté de plus de moitié depuis 2015, début 2015. Mais au moment où le niveau du baril de pétrole dépassait les $100, ce sont les compagnies qui vendent sur le marché international à travers leurs filiales de trading. Donc, cette marge bénéficiaire n'est pas automatiquement reversée dans la quote-part de l'État. Parce que l'État impose au niveau de la production en fixant un prix moyen qui s'appelle dans le contexte du Gabon prix de cession officiel, en fait, qui est un prix administratif. Qu'est-ce que vous avez vendu le trimestre dernier? Sur quel prix? On fait une moyenne des prix du trimestre dernier. Et on s'assoit de façon paritaire, compagnie pétrolière et État. Qu'est-ce qu'on peut, compte tenu de l'évolution des paramètres du marché pétrolier, qu'est-ce qu'on peut considérer comme le prix moyen du trimestre qui arrive? Et on fait une moyenne. De cette moyenne, il apparaît que le prix qui est déterminé ne reflètera jamais la situation du marché réel. Le prix peut être en deçà, il peut être au-dessus. Et lorsque le baril de pétrole était très élevé, c'est la question souvent que les Gabonais se posent. Pourquoi le baril est très haut? On ne voit pas les effets, mais parce que l'État n'avait pas des outils pour aller vendre sur le marché international. En fait, il nous bouffait. Justement, au niveau international, et vous en tant qu'expert international, on parlerait d'une entrée à nouveau du Gabon dans l'OPEP. En quoi, en fait, ça pourrait être, si c'est le cas, en quoi ça pourrait être bénéfique pour nous? L'OPEP, c'est une organisation qui regroupe la majorité, pas tous, la majorité des pays producteurs de pétrole. L'avantage d'être dans un cartel ou dans une association, c'est lorsque vous avez un intérêt commun. Nous prenons le cas du Gabon, n'allons pas très loin. Au Gabon, c'est un pays producteur. Je pense le deuxième dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est la Guinée équatoriale, Sao Tomé en descendant, le Congo-Brazzaville, l'Angola, plus récemment le Tchad. La particularité du Tchad, c'est que la production pétrolière du Tchad, le Tchad n'ayant pas de façade maritime, son pétrole est acheminé transporté par oléoduc, pipeline, jusqu'au port de Kribi au Cameroun. Et donc le Cameroun prend une redevance sur le transport de la production. Donc, le Cameroun lui-même a quand même une partie intéressante de production pétrolière. Lorsque vous allez vous-même sur le marché international avec la part totale de la production du Gabon, vous ne pesez rien du tout comparé à la production de l'Arabie Saoudite, ou de à l'Iran, la production du Venezuela, à la production de l'Iran. Mais si vous allez dans un cartel, vous êtes sur le marché international. Sur le marché international, se confrontent, c'est un classique d'économie, l'offre et la demande. La demande, ce sont les pays développés qui utilisent la ressource pétrolière pour faire fonctionner leurs industries. Le client voudrait que le prix soit le moins cher possible. Le vendeur voudrait que le prix soit le plus cher possible.
c'est sur le marché international se rencontrent ces deux contraintes tout à fait opposées. Ouais. Le fait d'appartenir à un cartel vous donne un poids plus important puisque vous n'allez pas mesurer votre capacité de discussion sur le plan international par votre seule production. Mais il y a quand même l'exigence de production journalière. Oui, vous avez l'OPEP par l'exigence, je termine ce point rapidement en résumant. D'accord. Donc le cartel vous donne le poids d'une négociation en groupe, en tenant compte du volume de votre production globale. D'accord. Sauf que comme vous êtes dans un groupe et que l'on arrive à déterminer un volume de production, nous disons par exemple au cours de l'année 2016, au sein de l'OPEP, voilà notre projection de production, tous les États membres de l'OPEP. À ce moment, à l'intérieur de l'OPEP, vous allez convenir d'un quota de production pour respecter le volume. Et ce quota de production peut être pénalisant pour les petits pays producteurs qui parfois ont intérêt ou préfèrent rester à l'extérieur de cette association ou de cette organisation pour pouvoir vendre sans contrainte de quota. Si vous appartenez à une association, à une organisation, elle a des règles, vous êtes tenu de respecter ces règles. Est-ce qu'aujourd'hui le Gabon peut satisfaire aux exigences de l'OPEP? Je ne pourrais pas. Crise, non? Je ne pourrais pas vous répondre directement. Ce que je peux vous dire, c'est que pour répondre à cette question, il faut examiner le contexte du marché pétrolier. Quelle est la situation du marché pétrolier? Nous sommes dans un contexte du marché pétrolier. Le pétrole, sur l'ensemble de la planète, la monnaie de vente du pétrole, c'est le dollar. Le dollar, aujourd'hui, est relativement haut. Sur le plan économique, lorsqu'une devise est forte, elle pénalise les exportations. Le baril de pétrole a chuté depuis la fin 2014, toute l'année 2015. Nous sommes partis de 120, 117 aujourd'hui à une moyenne qui ne dépasse plus les $40 le baril de pétrole. Donc ces deux paramètres sont des paramètres qui ont pour effet, dans le cas du Gabon, de réduire les recettes. Puisque les compagnies pétrolières qui vendent à l'extérieur reçoivent moins d'argent, du fait de la baisse du prix de la matière première, évidemment, la part qui sera reversée à l'État sera plus faible. L'État doit donc se réajuster. Mais en même temps, il y a des opérateurs qui vont revenir sur le marché international. L'Iran faisait l'objet d'embargo. Aujourd'hui, l'Iran est en train de normaliser ses relations, notamment sur la problématique des centrales nucléaires. L'Iran est un producteur de pétrole considérable à côté de l'Arabie Saoudite. L'Iran va certainement vendre sur le marché international. Donc le volume de la production disponible augmentant, le prix va baisser. Les États-Unis aujourd'hui sont à la fois un pays acheteur et producteur. Mais il y a une particularité aux États-Unis, c'est qu'ils achetaient pour combler le déficit entre ce qu'ils produisaient et ce qu'ils consommaient. Mais il y a eu récemment, depuis bientôt 3 à 4 ans, l'apparition de nouvelles techniques dites de fragmentation qui permettent d'aller chercher du pétrole et du gaz de schiste pour alimenter les industries. L'existence d'une matière concurrente au pétrole, susceptible de faire fonctionner les industries, contribue aussi à diminuer davantage. Donc, les quantités vont augmenter, le prix a baissé. Dans le contexte actuel, si l'on rapproche tous ces paramètres, je serais plutôt sceptique. Alors, il y a une question essentielle aussi qui a fait l'objet de plusieurs débats. On sait qu'au sortir de l'audit, il y a eu le redressement fiscal de Total Gabon. Est-ce que c'était officiel? Est-ce que c'est un redressement fiscal? C'est paru dans la presse. Ah, d'accord. C'est paru dans la presse. Est-ce que c'était une de vos recommandations? Alors, je réponds de façon prudente parce que nous avons nous-mêmes eu avec Alex Stewart a eu avec Total de relations à un moment donné durant le déroulement de l'audit assez conflictuelles. Non, disons délicates. Je vais être prudent sur les termes. D'accord. Par déformation professionnelle. Oui, c'est normal. L'audit mené par Alex Stewart International a dû être suspendu par Alex Stewart International.
nous avons terminé l'ensemble des processus. Je ne peux pas me déclarer sur le résultat de ces audits. Il appartient aux prescripteurs, à l'État gabonais, le moment venu, selon son opportunité, d'apprécier à quel moment informer, rendre public les résultats de ces audits. Mais ce que je peux dire, pour la question que vous posez de façon spécifique, c'est que le redressement fiscal de Total est quelque chose de totalement hors du champ de l'audit d'Alex Diwan. Total a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale comptable de la part de la Direction générale des impôts. C'est dans le cadre des missions de la Direction générale des impôts qui dépend du ministère de l'économie et des contrôles fiscaux qui sont organisés par les administrations gabonaises qu'il y a eu, me semble-t-il, un contentieux ou un pré-contentieux qui a donné lieu à un redressement, mais qui n'a rien à voir avec l'exercice d'audit. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation par rapport à la niche fiscale qui avait été découverte à la Direction générale des hydrocarbures au ministère du pétrole et à l'époque des mines. Est-ce que ça avait un rapport avec ce qu'on appellerait aujourd'hui la politique nationale de la jeunesse? Est-ce qu'on pourrait trouver un lien entre ce qui a le redéploiement de cette ressource qui a excité les populations, les décideurs à se lancer dans cette politique nationale de la jeunesse ou de l'emploi? Non, je ne crois pas. Ce serait nous donner une place que nous n'avons pas. Mais quand même, ça a permis aux gens d'ouvrir les cerveaux. Je pense que le chef de l'État du Gabon et le gouvernement gabonais avaient, je crois, dans le cadre des projets de société qu'ils déploient, dans le cadre du mandat qu'il a exercé, ils avaient l'ambition de faire de la jeunesse un point central de leur action politique. Et pour cela, la jeunesse, c'est d'abord la formation initiale, perfectionnement, etc. Et donc l'accès aux jeunes, au métier, à la formation, éventuellement à des possibilités de création d'entreprises dans les secteurs de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc créer des espèces de laboratoires d'entreprise. Ça, le fait d'avoir transféré les fonds de formation qui étaient gérés par le ministère vers une gestion au ministère de l'économie, au trésor public, ministère du budget, et donc permettre à l'ensemble des Gabonais de bénéficier de ces bourses, est un élément qui participe à l'ensemble de cette dynamique. Mais au départ, ça a été la conception, une volonté politique de mettre l'accent sur la formation de la jeunesse. Souvent, dans la plupart des pays africains, dans le discours politique officiel, on place la jeunesse au cœur de l'action. Mais concrètement, que ce soit le Gabon, il est vrai du Gabon comme de la plupart de nos voisins de l'Afrique centrale, et même si on sort du contexte de l'Afrique, aujourd'hui, dans ce millénaire, lorsque vous regardez chacun la structure démographique d'un pays, vous vous rendez compte que la couche la plus élevée, c'est souvent la jeunesse. 15-25 ans, 25-35 ans, c'est la couche, et c'est la possibilité de la pérennisation d'un pays. Mais un pays comme le Gabon, 1 500 600 000, un peu plus d'habitants. Vous ne pouvez pas être en compétition, même dans la sous-région, avec le Cameroun, avec le Congo-Brazzaville, avec le Tchad. Parce que vous partez avec un handicap démographique. Pour combler cet handicap, vous n'allez pas, même si vous avez une politique qui encourage aux naissances, vous ne pouvez pas. Alors, ce que généralement qui est recommandé par certains économistes, c'est de mettre l'accent sur la qualité de la formation. D'accord. Et si vous mettez l'accent sur la qualité de la formation, alors vous allez former une partie de la population dans des métiers, dans des secteurs qui va prendre en charge l'économie. Est-ce que vous pensez que le choix de créer, par exemple, l'Institut du pétrole, l'école des mines et tout ce qu'il y a aujourd'hui comme grande école proposée à la construction ou qui a déjà été mis en place, contribue réellement à cette politique nationale? Je pense que c'est offrir plus d'opportunités aux jeunes. Il y a 10 ans, 20 ans, si vous regardez, on peut faire les comparaisons, on peut les faire à rebours, de façon intrinsèque en regardant historiquement ce qui s'est passé avant. On peut le faire de façon extérieure en regardant l'environnement des pays comparables. Il y a quelques années, au Gabon, vous n'aviez comme seul débouché après le bac que l'université Omar Bongo, ou l'université, la faculté de droit et de médecine, la faculté de médecine. Donc il y avait un besoin. Les jeunes Gabonais, même après le bac, avaient besoin de savoir qu'il y a d'autres opportunités, d'autres métiers, d'autres formations. L'autre chose, c'est que si vous n'aviez pas le bac,
certains enfants, les générations précédentes, se sentaient perdus, rejetés par le système éducatif. Il n'y avait pas de débouché de formation pour eux. Donc le fait de démultiplier les établissements de formation, les instituts de formation, les écoles spécialisées, permet de rattraper sur le chemin ceux qui sortent du circuit officiel de l'université, des écoles supérieures, en leur offrant la possibilité de se former et d'avoir un métier, et donc un emploi plus tard. Démultiplier les instituts universitaires de technologie, de pétrole, de médecine, les facultés, permet de démultiplier l'offre de formation et de permettre aux gens qui n'avaient pour seul débouché que le droit, l'économie, les sciences sociales, avec les problèmes qu'on a connus des structures souvent insuffisantes, d'effectifs pléthoriques, c'est donner aux gens une offre de formation plus importante. Donc tout ceci participe à une meilleure formation de la jeunesse. Moi je pense, pour ma part, que il nous faut un pays comme l'avenir d'un pays comme le Gabon à travers la jeunesse, c'est la qualité de la formation. Parce que contrairement à ce qu'on croit, et je crois qu'on ne met pas toujours l'accent suffisamment sur cet aspect-là, la politique c'est bien, il y a des entrepreneurs politiques, des acteurs politiques, il y a des partis politiques à foison dans nos pays. Mais souvent les secteurs de l'économie de nos pays ne sont pas toujours pris en main par nos compatriotes. Les nationaux. Cela vaut du Gabon comme pour des pays voisins. Donc il y a des niches d'emploi, il y a des opportunités d'emploi. Dans le pétrole, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois particuliers qu'il y a, mais qui nécessitent des formations pointues, pas toujours universitaires. Soudeurs, marins, plongeurs, etc., etc. Il y a des choses comme ça qui donnent de l'emploi, mais c'est pourquoi les entreprises dans ces secteurs de mines, dans le secteur du pétrole, importent la main-d'œuvre. Pas toujours la main-d'œuvre au plus haut niveau d'encadrement de l'entreprise, mais les ouvriers spécialisés. Donc si vous voulez donner l'emploi et reprendre en main l'activité économique de votre pays, commencez par former des ouvriers spécialisés. Parce qu'à un moment, le système de formation gabonais était bancal. Si vous réussissez à l'université, vous allez faire le 3e cycle. Qu'est-ce qui vous restait comme débouché au retour? La fonction publique, l'enseignement, et parfois les frustrations du quotidien nourrissaient la contestation, créaient une opposition qui n'était pas de conviction. Très bien. Alors, et pour terminer, puisque vous en parlez, quelle est aujourd'hui votre lecture de ce qui se passe actuellement au niveau, par exemple, du Parti démocratique gabonais en tant que citoyen? Là, on essaie un tout petit peu de mettre de côté votre veste de directeur général de Alex Stewart au Gabon. Donc, quelle est votre observation? Je suis un simple citoyen gabonais. Je pense inscrit sur la liste électorale. Bien entendu, inscrit sur la liste électorale. Jusqu'à une période récente, le siège, nous avons un bureau, des grands bureaux à Port-Gentil et des bureaux à Montagne-Sainte. J'étais inscrit à l'école urbaine, donc à proximité de l'endroit où je travaille. Puisqu'il faut s'inscrire dans un endroit où on a un intérêt économique ou professionnel ou familial. J'ai choisi, moi, l'intérêt professionnel. Je suis natif de l'Astoville, donc je peux difficilement aller m'inscrire à Molondo pour ce genre de choses. Mais enfin, nous sommes dans une période qui rentre dans une période d'une élection majeure. C'est normal qu'on assiste à une forme de transhumance politique. Lorsque vous voulez vous affirmer, vous voulez vous positionner politiquement, donc il faudrait que vous créiez un effet médiatique. Donc c'est normal que dans ce contexte-là, il y ait une opposition de plus en plus virulente, active, qui essaie de tenir face à la majorité. Mais, encore une fois, je vous dis, au regard de ce qui s'est passé dans les frontières autour du Gabon, nos pays voisins, au regard de la faiblesse de notre population, au regard de l'interprétation de nos communautés nationales, je suis optimiste que ça ne dérapera pas et je formule le vœu que les affrontements soient des affrontements de conviction et d'idées. Il est temps qu'à un moment donné, on puisse débattre, qu'il s'agisse de la majorité de l'opposition, sur des projets, sur des idées, sur des convictions. Pour ce qui me concerne, je n'interviens pas, je ne m'exprime pas sur des questions d'ordre personnel, ad hominem, qui rabaissent le niveau du débat. Et sachez que même dans le contexte du Gabon, avec un niveau de population aussi faible, il y a de plus en plus de Gabonais bien formés et le Gabon commence à avoir une diaspora importante, parfois dans des secteurs, dans des entreprises que vous ne soupçonnez pas, dans des pays que vous ne soupçonnez pas.
qui ont envie de voir le meilleur de leur pays pour les rappeler à revenir. Il faut former les jeunes qui sont là. C'est le Gabon de demain. Il faut leur donner, diversifier, démultiplier les offres de formation. Il faut permettre d'installer un environnement qui permette aux jeunes, avec très peu de choses, avec une idée, de créer une entreprise. Mais quand on a quand même été abusé pendant de longues années, c'est difficile de croire à ce genre de propositions. C'est un argument qui est dangereux à manier parce que je note pour ce qui concerne le Gabon que l'essentiel du personnel politique de l'autre camp sont des transfuges de la majorité. Merci, monsieur Jacob Siobatati qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. C'est un réel plaisir de vous recevoir. On a beaucoup appris avec vous. Et surtout les jeunes qui écoutent le Da Fresh Morning, hein, Mosley. Oui, surtout qu'on a on est revenu longuement sur la question de l'audit qu'il y a eu dans le secteur pétrolier au Gabon et qui est resté. Beaucoup n'avaient pas suffisamment d'informations de savoir le pourquoi de cet audit. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu de nombreux éléments concourant à la meilleure compréhension de ce qui s'est passé réellement. D'accord. Ginacha, l'horoscope des auditeurs. T'as toujours l'horoscope, ma sœur. Les astres nous parlent. En fait, aujourd'hui, la rubrique de Mosley était juste... Intéressante, hein? Non, c'était tendu, en fait. Tu vois, quand tu l'as vu les mots. En fait, c'est parce que tu découvres des trucs et puis tu comprends, Oui, en fait. je comprends. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a eu ça. Ouais. Voilà. Toujours. Et je crois que c'est ce qui devrait aujourd'hui amener un plus grand nombre qui connaissent certaines réalités de notre société, du monde politique, de l'économie, à venir s'exprimer. Mais c'est aussi des choses qui ne sont pas ouvertes à tous les cerveaux. Oui, mais je pense que le véritable problème ici, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité d'ouverture d'esprit. Monsieur Tchoba. C'est pas la capacité d'ouverture d'esprit. Ou encore, n'aime pas partager. On est dans un pays où moi je pense que les gens devraient être un peu plus informés sur ce qui se passe parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des formations. Mais il faut aussi le dire, choses. depuis qu'il y a eu l'audit, il n'y a jamais quelqu'un qui est passé à la télé ou à la radio l'expliquer d'une telle manière. Oui, mais parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était une question taboue, qu'il ne fallait pas en parler. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs posé la question de Total. C'est bien qu'il ait répondu comme il l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, ça reste toujours... Il y a des suspicions. Les gens se posent des questions au quartier parce qu'il n'y a pas eu de communication réelle de la part de l'État sur est-ce que Total a payé ou Total n'a pas payé. Bon, là, c'est le débat que chacun pourra faire chez lui. Et peut-être que le moment venu, comme M. Tchoba l'a dit, l'État aura la possibilité de dire si il y a eu réellement audit et que Total s'est exécuté ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est d'amener un grand nombre de compatriotes ou de Gabonais qui occupent des responsabilités, qu'il s'agisse des entreprises internationales comme M. Tchoba ou encore d'autres qui ont des responsabilités sur le plan national, à venir s'exprimer sur des politiques nationales et sur tout ce qui se fait chez nous. Parce que souvent, la jeunesse ne comprend pas toujours. En fait, ça, c'est pas l'horoscope des auditeurs. Pour les poissons, un flux très favorable sur le plan conjugal. L'entente parfaite que vous connaîtrez dans votre vie de couple se reflètera sur toutes vos autres activités. Ensuite, on passe au Verseau. Pour les Verseaux, natifs vivant en couple, les occasions de plaire, de séduire ne manqueront pas. Certains d'entre vous ne résisteront pas au plaisir de vivre une aventure, quitte à compromettre une relation stable. Pour les Capricornes, cela fait quelque temps que Saturne, cet astre lié à la tristesse, aux épreuves et à la solitude, influençait le secteur lié à la vie à deux. Quelques-uns d'entre vous ont eu la chance de ne pas trop en souffrir. Pour les Sagittaires, voilà l'ambiance du moment. Une vie de couple basée sur l'amélioration de votre confort domestique et sur les petits bonheurs tranquilles en famille. Certes, c'est un peu routinier, mais cela devrait largement vous suffire. Pour les Scorpions, Vénus en cette configuration vous donnera envie de prendre le large, de quitter une vie de couple trop sécurisante ou routinière. Mais Jupiter calmera le jeu, vous incitant à davantage de sagesse. Pour les Balances, juste en face de nous, encouragé par Mercure en superbe aspect, vous montrerez plus souple, plus tolérant envers votre conjoint ou partenaire et vous recevrez en retour toute l'affection que vous recherchez. Pour les Vierges, Uranus et Neptune vous promettent non seulement de la tendresse et de la sensualité en couple, mais aussi de la stabilité et de la fidélité.
Le bonheur conjugal sera donc au rendez-vous. Pour les lions, réjouissez-vous. L'amour sera au rendez-vous. Vous allez rencontrer une perle rare. Le sentiment naîtra spontanément et il sera profond car il jaillira du plus intime de vous-même. Pour les cancers, vous jouerez beaucoup avec le cœur de votre partenaire, persuadé de parvenir à le reconquérir à tout moment tant vous avez de pouvoir sur lui. Effectivement, votre pouvoir de séduction fonctionnera à merveille. Pour les Gémeaux, incités par la planète Neptune, vous serez mieux disposés à faire des concessions à l'ambiance de votre vie de couple sera nettement plus détendue et plus chaleureuse. Pour les Taureaux, cette fois, vos rapports amoureux dépendront exclusivement de votre comportement personnel. À vous de prendre des initiatives désirables pour créer une excellente harmonie. Pour les Béliers, enfin, avec cet aspect de Neptune, votre vie de couple sera plus ou moins perturbée. Pour certains d'entre vous, il se traduira par quelques difficultés de communication. Et c'est tout pour l'horoscope. Merci Gina, merci Mosley, merci Ingrid, merci encore à notre invité de ce matin, Monsieur Jacob Siobatati, qui était avec nous dans le Da Fresh Morning. Vous pouvez donc retrouver cette émission le jeudi à partir de 8h sur Télé Africa. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous. N'oubliez pas de prendre votre billet pour ce soir du côté de l'Institut français. Les gars sont déjà en train de bosser et préparer un beau spectacle. C'est à 3000 francs et c'est sur place à l'Institut français. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.